Hello, hello, c'est Sylvie Bulot. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 16 août 2024. Alors, ici, on se retrouve le lundi, le mercredi et le vendredi pour 10 minutes, un quart d'heure de live, du direct. Et là, ce matin, j'avais envie de vous donner les 5 conseils pour sortir des troubles alimentaires. Alors, les troubles alimentaires, déjà en quelques mots: anorexie, boulimie, boulimie vomitive, hyperphagie, TFA, enfin il y en a plein. De toute manière, quoi qu'il en soit, dès lors qu'on a un mauvais rapport avec l'alimentation, il y a un trouble alimentaire. Et ici, plus spécifiquement, on observe tout ce qui est boulimie, hyperphagie, boulimie vomitive, ce qu'on peut aussi nommer d'addiction. Donc, mon premier conseil nous provient de ce qu'on appelle l'effet famine. Alors, l'effet famine, c'est quelque chose qui a été découvert par les scientifiques. Est-ce que vous saviez que votre corps vous protège naturellement contre la famine? Il a été démontré que les personnes qui ne mangent pas assez, donc vous avez fait des régimes pendant des années, donc les personnes qui ne mangent pas assez ont tendance à penser plus souvent à la nourriture. Et en fait, moins on mange, plus la nourriture nous obsède. Alors certains d'entre vous peuvent me dire: oui, non, mais moi je mange des mots que j'entends assez souvent, je mange comme une grosse vache, donc c'est pas ça. Peut-être. Sauf que, rappelle-toi dans le passé tous les régimes que tu as fait. En général, enfin, c'est même pas en général, c'est du 100%. Sauf cas de maladie et 99,9%, toutes ces femmes, j'accompagne exclusivement les femmes, ont fait des régimes. Et elles ont installé un système de croyances et un mode de fonctionnement au niveau de leur cerveau qui fait qu'elles sont tombées dans l'obsession à la nourriture. Donc je répète l'effet famine. Quand on ne mange pas assez, on a tendance à penser plus souvent à la nourriture. Moins tu manges, plus la nourriture t'obsède. Alors je sais que des fois il y a des gens qui tombent un peu des nues rien qu'avec ça. Alors je ne sais pas si c'est ton cas, je ne sais pas où tu en es. Ça c'était un premier conseil, une première observation. Deuxième conseil, ne saute pas tes repas. Ne saute pas tes repas si tu as faim, bien entendu. C'est-à-dire que dès lors que tu as faim, tu manges. Même si tu dois manger 4 ou 5 fois par jour, tu as faim, tu manges. On n'a pas tous les mêmes besoins. Donc on ne saute pas les repas tant qu'on a faim. J'entends encore trop souvent des personnes, il y en a dans ce groupe avec qui j'ai échangé, qui me disent: je ne comprends pas, j'ai faim, mais je ne mange pas. Donc si tu as faim et que tu ne manges pas, ça va être encore plus fort et c'est là que tu vas risquer de faire des compulsions. Donc c'est vraiment, vraiment important de comprendre ça, de percevoir ça. Si tu as faim, c'est que ton corps te dit que il est temps de manger. Troisième chose qui va avec la deuxième. Troisième conseil qui va avec le deuxième conseil. Apprends à identifier ta vraie faim. Parce que parfois aussi, vous me dites: ouais, j'ai faim, mais c'est pas une faim physique, physiologique. Donc, apprenez à reconnaître votre faim physiologique. Et quand vous êtes dans votre faim physiologique, on mange. Votre corps en a besoin. Votre corps, c'est comme si dans votre voiture, comment dire, le réservoir, il est vide et vous ne mettez pas d'essence. Est-ce que vous pensez qu'elle va avancer? Non, elle n'avancera pas.
Donc ces deux-là vont ensemble et c'est vraiment important d'entendre ça pour se libérer des compulsions alimentaires. Quatrième conseil, et pas des moins, apprenez à gérer votre stress et vos émotions. Vous ne pouvez pas vivre dans un environnement stressant H24 et penser pouvoir vous libérer des compulsions et mincir. Le stress, ça peut être de l'anxiété, ça peut être des conflits familiaux, ça peut être des choses qui ne se passent pas bien au travail, ça peut être les infos. Le stress fait monter le cortisol dans votre cerveau et quand ça devient chronique, on peut faire marche arrière, je vous rassure, ça donne lieu à des problèmes alimentaires. Parce qu'il se passe, c'est que le trouble alimentaire, c'est une façon de reprendre la maîtrise de la vie, de votre vie, une vie qui est devenue stressante, une vie qui est devenue imprévisible, une vie qui est devenue menaçante. Et donc, en réponse à ça, pour maîtriser votre anxiété, vous allez y amener une réponse alimentaire. Et tout va bien si vous faites ça. On est là pour observer et voir comment on peut faire à plein de niveaux pour s'en sortir. Sauf que, effectivement, manger pour réduire l'anxiété, ça marche. Temporairement, vous le savez si vous faites des compulsions. 2, ça vous met dans la culpabilité après. Et 3, on ne s'attaque pas du tout à la cause en faisant ça. Et donc, quand, consciemment ou inconsciemment, parce qu'il y a certainement des compulsions, il y en a certains d'entre vous savent pourquoi elles les font, mais la plupart ne savent pas pourquoi elles font des compulsions. Donc ça s'apprend aussi de venir observer tous les endroits qui font qu'on fait des compulsions. D'accord ? Mais quand vous avez une compulsion dont vous avez conscience et que vous la faites à cause de l'anxiété, parce que vous êtes stressé, parce qu'il y a un truc que vous ne savez pas gérer, ça fait ça là, comme ça, et vous venez manger et ça vous apaise, votre cerveau il se calme un petit peu, vous allez reperdre la maîtrise à nouveau et de plus en plus fort, jusqu'au moment où vous allez avoir la réponse alimentaire pour tout et tout plein de choses. Alors que peut-être la toute première chose, c'était un petit coup de stress. Mais avec les années, la réponse alimentaire, le trouble alimentaire, le comportement alimentaire actuel est devenu une réponse. Une réponse à plein de choses. C'est devenu automatique. On parle d'addiction. Alors attention, je vous le dis toujours, addiction, il y a plein de niveaux d'addiction. Mais voilà, c'est comme quelqu'un qui se drogue, la première fois peut-être parce qu'il voulait oublier quelque chose de traumatisant. Et aujourd'hui, la drogue n'est plus là pour faire oublier quelque chose de traumatisant, mais juste pour compenser le manque de la drogue. Et à chaque fois qu'il y a un problème, il se drogue. C'est à peu près la même chose, hormis que nous, c'est beaucoup moins fort. On n'est pas dans la même addiction. C'est-à-dire que si on vous mettait en prison, alors vous savez bien que je prends toujours des exemples extrêmes et que ça soit clair, mais un drogué, lui, risque de mourir, quoi. Enfin, je veux dire, vous, non. On n'est pas dans le même niveau. Ça, c'est vraiment important parce que je vois trop de personnes qui arrivent à moi en cabinet, en consultation, et qui pensent que c'est foutu déjà dès le départ. Non, ça n'est pas foutu. Et puis, le dernier conseil, n'arrête pas tes compulsions. Alors là, j'en ai des fois qui me regardent et qui me disent « Mais ça va pas, non? T'es folle ou quoi ?» On n'arrête pas ces compulsions toute seule. On n'essaie pas de s'en sortir toute seule. Surtout si tu te sens à l'intérieur de toi comme addict. Tu vas te casser la pipe toute seule.
C'est Albert Einstein qui disait le cerveau qui a créé le problème ne peut pas être le cerveau qui résout le problème. Donc, tu as besoin de te faire accompagner. Parle-en, si tu veux, à quelqu'un en qui tu as confiance. Tu peux... libère-toi de la honte et de la culpabilité, ça c'est super important parce que là où tu en es arrivé aujourd'hui, c'est un chemin qui t'a fait arriver là et donc qui te fait tomber dans de la honte, dans de la culpabilité. Et comme je vous le dis souvent dans beaucoup de vidéos, ça n'est pas de ta faute. D'accord? Donc ça, c'est important. Donc parle-en à une personne de confiance, entoure-toi de personnes qui vont te donner du soutien, qui te comprennent pour que tu ne te sentes pas seul. Prends rendez-vous avec ton médecin de famille, prends rendez-vous, je ne sais pas moi, avec un psychologue clinicien qui vont te renseigner sur les possibilités qui s'offrent à toi, ou fais une thérapie individuelle, ou fais une thérapie familiale, ou fais une thérapie de groupe, ou voilà. Et puis concernant les médicaments, si tu as vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de mal, les médicaments peuvent être un soutien. Donc, il peut y avoir des précurseurs de la sérotonine, il peut y avoir des anxiolytiques. On n'est pas... donc, vous savez, hein, je travaillais longtemps avec un psychiatre qui me supervisait, je travaillais avec lui sur les accompagnements. Alors, il a pris sa retraite, mais il me disait, on ne donne pas le même médicament à chaque personne, même pour la, entre guillemets, même pathologie. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient, si vous êtes 3 personnes à venir avec un trouble du comportement alimentaire et qui a un moment besoin de soulager des émotions, des pensées obsédantes, de diminuer certains comportements ou de réduire de l'anxiété, ben déjà, ces 3 choses-là font qu'on va donner 3 médicaments différents. Donc, ne prenez pas n'importe quoi comme médicament. Les antidépresseurs ne sont pas forcément la meilleure solution. Donc, vous savez que moi, j'ai vécu ça pendant 30 ans. J'ai pris 3 sortes d'antidépresseurs. J'entends encore les effets. Ça n'a pas été ma réponse. Sauf qu'à l'époque, on était accompagné. Enfin, moi, je me souviens, c'était un médecin généraliste qui ne connaissait strictement rien. Absolument adorable. Hein. Moi, j'ai rien contre ce monsieur-là. Et à un moment, il m'a même donné du Theralite 400. Donc, je vous remonte ça il y a 30 ans. Hein. C'est un médicament extrêmement dangereux pour les reins. Donc, pendant 12 ans, il me l'a donné. Je n'ai pas vu la différence, franchement, parce que c'était des époques où je faisais énormément de compulsions. Euh, et c'est quand j'ai rencontré Hervé, le psychiatre, qui m'a dit, mais parce qu'au début, je suis allée le voir en thérapie, donc il y a plus de 20, peut-être pas 20 ans, peut-être 18 ans, je sais pas, avant que je reprenne mes études. Donc j'ai repris mes études il y a 16 ans, quelque chose comme ça. Et qui m'a dit, mais madame, vous n'êtes pas bipolaire. Vous n'êtes pas bipolaire, on va arrêter ce médicament-là. Donc c'est un médicament avec lequel on doit faire une prise de sang tous les mois, à cause du lithium. Donc vous voyez que malheureusement, il n'y a pas, pour les troubles du comportement alimentaire, l'addiction, etc., il n'y a pas une réponse. Il n'y a pas une réponse. Et même si il n'y avait qu'une réponse, j'entends en termes de médicaments, il va quand même falloir travailler sur réduire l'anxiété, la dépression, soulager les émotions et les pensées obsédantes, diminuer les comportements comme la frénésie alimentaire ou tout ce qui est purge. Donc il faut travailler aussi sur le comportemental. Voilà, les 5 conseils que je voulais vous donner aujourd'hui. Dites-moi comment ça vous parle. J'aime beaucoup avoir vos retours. J'aime beaucoup que vous soyez participative. Parce que c'est pour vous que je fais tout ça. Moi, je m'en suis sortie, c'est bon. Euh, il y a encore beaucoup trop de souffrance avec cette maladie. Alors, maladie, pas maladie, il y a tout un débat aussi là-dessus. À quel niveau on est malade, enfin bref. Et même si vous vous définissez comme quelqu'un de malade, bah, quand on a un rhume, on se soigne. Euh, quand on a une angine, on se soigne, on prend des médicaments, on se fait des grogues, je sais pas. On prend des médicaments et on se fait des grogotins avec du miel. Donc on utilise la chimie et la science et on utilise aussi la nature. Et c'est la même chose pour vos troubles du comportement alimentaire.
Donc prenez bien soin de vous et mettez-moi en commentaire ce que vous allez peut-être pouvoir mettre en place dès aujourd'hui, dès demain. Ciao, ciao!